Vous l'avez compris, l'événement s'appelle « Comment combattre le colonialisme vert ?» et nous allons avoir une première session que nous allons commencer maintenant, qui va être modérée par la princesse Esmeralda. Voilà, donc je vais appeler tout le monde à monter sur scène dès maintenant. Donc, nous aurons la princesse Esmeralda en modération, Tom Goldtooth, voilà, s'ils peuvent venir sur scène, Mirian Cisneros, Juan Pablo Gutterez. Voilà, et nous aurons aussi quelques participants à distance parce qu'ils n'ont pas pu être présents, mais nous avons des contributions aussi en vidéo très intéressantes. Donc voilà, les traducteurs, vous pouvez aussi vous mettre en place. Voilà. Je sais que c'est retransmis et j'espère que tout le monde est heureux de ce début d'événement avec cette très belle cérémonie d'ouverture qui pourra donner des inspirations aux futurs décideurs. Voilà. Ça va commencer dans 1 minute ou 2. Il y a ce micro-là aussi. Alors c'est un sujet dont on parle énormément ces derniers temps. Voilà, je n'étais pas ouvert, pardon. Donc je reprends cette première session, elle était très importante. Elle s'intitule « La marchandisation de la nature », qui est un sujet très fort d'actualité. Lancé récemment, les économistes se sont beaucoup excités, je dirais, là-dessus, et aussi les écologistes, en disant, voilà, les solutions basées sur la nature vont tout solutionner. Beaucoup de gens étaient contents en disant, on s'éloigne des solutions technologiques pour maintenant s'adresser vraiment à la nature. Mais comme l'a expliqué Madame Rivasi tout à l'heure brièvement, c'est pas aussi simple que ça. Parce que si on se base sur la nature et qu'on veut protéger des espaces, bien sûr, c'est très très important de protéger plus d'espaces, mais comment va-t-on le faire? Est-ce que c'est de nouveau en excluant les peuples autochtones, qui sont les meilleurs gardiens de ces espaces? Donc ça soulève toute une série de problèmes que nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui avec justement la vision de ces représentants autochtones. Alors, je pense que ça va être un débat très riche et je voudrais tout de suite passer la parole à Tom Goldtooth qui a beaucoup réfléchi sur ces différents problèmes. Okay, good morning again. Thank you for coming to listen to us. Okay, we're still getting used to working together here on translation. So she says I can speak for 1 minute and she will remember everything I say. So how many of you are students here in the university? Raise your hands. How many are the faculty? I want to know who the faculty are, the professors. Who? Raise your hand. Okay, it's good to have the faculty here too. I like to see more of the faculty because they're the ones that also need to listen to us. Eh? Okay. Comme vous l'avez donc, comme Monsieur Goldtooth, Tom Goldtooth vient de le résumer, il est heureux de voir autant d'élèves, mais aussi il aimerait qu'il y ait encore plus de professeurs parce que c'est un aspect très important de cette transmission. We have prepared an agenda, and we hope that this agenda has a flow of the spirit that we talked about this morning. Ok, nous avons un agenda, c'est-à-dire pour une feuille de route pour ce débat, et nous espérons que le flux, que l'influence de l'esprit va le traverser.
So, in this theme of talking about colonialism, it's very important to address the issues of colonialism when it comes to the discussion of the governments of the world meeting to try to mitigate the climate crisis. Il est très important. Ce thème du colonialisme est très important et il faut s'en souvenir dès qu'on évoque les rencontres entre gouvernements et entre institutions pour parler du problème climatique et de biodiversité. So it's my understanding that is limited on the constituency of this university. I understand that it focuses on engineering. So you may ask, what is the link to engineering, a school of engineering and colonialism? I think that's the right question to ask. So our presentation today is to make that link for you. Je crois comprendre que cette école se dédie particulièrement à la technique, à l'ingénierie. Vous allez me demander quel rapport entre le colonialisme vert, le sujet de ce débat, et l'ingénierie. Et c'est ce que nous allons aujourd'hui essayer de vous expliquer. Yes, so this is my introduction of the first activity of this agenda, is that to help to bring some understanding to the visualization of colonialism within climate change. Our organization, the Indigenous Environmental Network and the Climate Justice Alliance in the United States produced this short video. Nous avons produit cette vidéo que vous allez maintenant voir pour bien permettre de visualiser, de comprendre le lien entre les mesures prises pour la protection de la nature, la conservation et ce fameux colonialisme vert. So we took a film crew, like Gert is a filmmaker, and we took a film crew that we put together in 2019 in Madrid, Spain, at the UN climate meeting to help capture the words of the industry, the words of the financiers, the profiteers, the words of the fossil fuel people about what we wanted to lift up to expose false solution and climate scams. Nous avons tourné ce film à Madrid lors d'un sommet pour l'environnement et nous l'avons fait avec une équipe pour bien isoler et mettre en relief les mots qu'utilise la finance, les mots qu'utilisent les différents pouvoirs, l'économie dans leur présentation des problèmes climatiques et de nature. And part of colonialism again, looking at colonialism as far as the promotion of an economic system based upon the extraction of nature called capitalism. C'est encore une marque du colonialisme vert qui règne, en particulier que l'on retrouve dans les industries extractives, pétrole, mines. Colonialism that involves imperialism. Un colonialisme qui, en fait, repose sur un impérialisme. Colonialism that involves a history and present issue of militarization, criminalization, and assassination of the defenders of Mother Earth. Et c'est un colonialisme que l'on voit aussi dans l'augmentation des crimes, de l'assassinat et de l'annihilation des défenseurs de la nature, défenseurs indigènes de la nature. Climate change decisions that are being implemented that impact the human rights and the collective indigenous rights of people living in the forests, in the grasslands, in the Pacific Islands, and in the Arctic. Les décisions qui sont prises pour la transition climatique impactent
des personnes qui vivent tout autant dans les plaines, dans les îles, dans l'Arctique, dans les forêts. Arctique? Oui, je l'ai dit. Dans les pôles, au pôle. The ice cultures of the world, their ice is melting and their culture is connected to the ice. So they are being forced to change, Ils vivent sur les pôles. La glace, les régions polaires sont leur vie. Ils y vivent, ils en viennent. Et c'est eux que l'on force à changer. So as engineering students, that's what inspired me to be here, to make the link, because I'm assuming in your college classes, you're not taught about the social impacts, these human rights impacts, and the colonialism that affects your work as future engineers. C'est ce qui m'a beaucoup motivé à venir parler ici, c'est que vous êtes une école d'ingénieurs. Et il me semblait important de montrer le lien qu'il y a entre vos métiers, l'ingénierie et ces sujets. And so we're going to show this film right now. It's going to be in English. How many people understand English? Raise your hand. So a lot of, okay. We do have, at the end of the film, someone's going to give a translation, a summary or something of the film. So how many need French translation? Raise your hand. Oh, okay. We save time. Okay, so if we can go into the showing of this film. Thank you. We've ever come up with is called a tree. We need to put a value on nature. So yes to economy, yes to environment, and no, there's no opposition. We have to make these to match together. We want sustainable solutions. We want people power solutions. We want solutions that connect the people to the ground. There are a lot of devastation in communities in different landscapes across the world. People are dying every day for sins they did not commit. And we are here to say, no more corruption with our COP. We want the people's voice to be heard. We want a climate just solution. We don't want carbon markets. We want people power solutions. And that's why we're calling our governments on COP to listen to the voice of the people. That is why we are here. Hundreds of activists gathered to demand rich countries take more drastic action to address the climate crisis. They have decided that they don't want us there. They are debadging us. How can they? So what happened to your badge? They were not happy that I decided to help and join this movement, and they were not happy with what I had to say. They took my badge immediately and tried to throw me out. Who opened the garage door? The UNFCCC security. They were so afraid of us that they wanted to get rid of us as soon as possible. That's something completely ridiculous. We spend months and months and months trying to get accreditation, trying to plan out things that happen inside here, but they refuse to listen to us. They refuse to listen to our voice, and that is just blasphemy. Indigenous peoples are the ones that are taking care of these lands and biodiversity and protecting forests, protecting water. Yet we're not being listened to, we're not being included in these conversations, and yeah, we're being lined up to march as like animals with police around us, and we should be inside there.
What's happening inside these meetings is that colonial governments are making agreements to create carbon market mechanisms so we cannot commodify our air and we cannot sell our forests to corporations that are trying to continue business as usual and create fossil fuels and extractivism in our backyards, further perpetuating the marginalization of our indigenous communities from our lands, territories, and rob us of our self-determination and sovereignty. These carbon market mechanisms and market-based solutions to the climate crisis do not actually reduce emissions. Instead, what they're doing is allowing dirty corporations to continue business as usual, growing emissions annually every single day, and destroying our lands and ecosystems worldwide. How can the UN pretend to have solutions, even the states, when they don't even listen to the grassroots people, the grassroots communities, the indigenous people? It's impossible, you know, because we can no longer go on without listening to them and not even listening, working with them. So when I see COP25, it's still like it was 30 years ago, and you have indigenous people in side events and nobody comes to attend the side events. It's bullshit, you know, it's total bullshit. So it's false solutions. When we say it's false solution, it's real, you know, because they are talking about finance. It's business as usual. They just want to make money. Carbon markets have done nothing to slow down or stop our emissions. To think that this is being funded, this is being used and portrayed by the UN as a solution is ludicrous. It is backwards, it is against science, and to think that these people are supposedly leaders it's horrendous. It's scary for us as people, as young people. Welcome to the fourth day of COP25 here in Madrid. We are here from different organizations this morning, and we are here to launch the No to Carbon Markets Day. We sent a message out in 2015 at the signing of the Paris Accord, the agreement, that's going to be a crime against humanity and Mother Earth because it was nothing but a trade instrument. The United Nations, the governments of the world, the corporations, extractive industries, and some of our environmental organizations who are here in this space, they want to use half of the world's land, including indigenous people's territories and our small farmers and our peasants' farms, for a false solution to climate change called carbon offsets, carbon markets. Carbon markets do not reduce global warming. Carbon offsets privatize Mother Earth and nature, including the air that we breathe, and pretend to use the soils, our forests, our plantations, our agriculture, and other ecosystems as sponges for greenhouse gases instead of cutting emissions. That's why we are concerned about this. We come from the belly of the beast where there's an expansion of forced fossil fuel development. So the greenwash that they are using is this market-based solution. So offsets corrupt the sacred. They corrupt the sacred. The planet grab for carbon offsets, which may affect 1 billion people, has many names. RED, nature-based solutions. One is how is natural climate solutions different from REDD, RED, the reducing emissions from deforestation? How do they function? No, actually, basically the same thing. Nations, they've been peddling terms like net zero emission targets, nature-based solutions, and pushing for carbon capture. Basically, all of these umbrella terms like carbon pricing and all of these systems that are embedded in Article 6 and seen as many domestic policies around the world, masking the fact that they are just pushing for old systems like carbon offsets and carbon trading. This perpetuation and masking of these terms that are really just an old concept that we know doesn't work. It continues a system of false solutions that they think that we don't understand, but we understand very well
what they are doing by rebranding the same old things that haven't worked in the first place. When I'm doing my day job and trying to work with companies to help them offset their carbon footprint, I'm not always dealing with the best carbon projects, not the most interesting. Sometimes stuff that we've seen in the market for a long, long time, and people want an alternative. You'd be amazed if you put it in front of them, what the reaction would be to something that's in your area. So that's a huge lesson from this. Get it out there and start trying to sell the concept as soon as possible. Tomorrow I'll be launching a very important announcement in terms of carbon emission trade-offs, etc., which we're working on with the aviation sector. So we are now in the mode of action, providing tools and actually measurement. So who would have thought that the ICC, which someone described as a grand old lady of business, would actually end up being a perky, attitude-full organisation? That's where we are, that's the Climate Coalition, and that's the fun we're all going to have, because it's a positive narrative for change, and the business community is all in. Thank you. For the beginning, before they were just trying to commodify all life, like, that this trade and environment bridge that we're trying to create through greening the economy. It sounds like beautiful, sounds very rational. But at the end, it's just commodification of life. So the projects like Red Plus and others alike, commodifying nature, commodifying the forests, is not a good solution because they are privatizing life. It's another mechanism just to take over. So instead of taking over, we need to take care, give care for life. The majority of the Earth's remaining forests and biodiversity is protected by indigenous peoples who've protected forests and will continue to do so for thousands of years, but only if colonialist programs, like the ones that are being implemented and enshrined in Article 6, do not interfere with that process. We have evidence, so much evidence, that shows that since the World Bank and the United Nations Framework Convention on Climate Change launched the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, or RED programs, in 2007, that communities have been massively impacted. Some of the impacts include the loss of rights, loss of forest entry and use, deforestation, cultural degradation, land grabbing, and armed dispossession. We come to the United Nations seeking justice, and all we see are false solutions, like Article 6, where there's carbon trading, where women are not involved in the decision making. We see the Reds Plus program, where they're trying to carbon trade there as well, and where they carbon trade in South America or in other indigenous territories, that allows them to pollute my people to death. We're suffering from environmental genocide as a result of the types of false solutions that they're making. We are enacting in my nation the rights of nature, because we believe we are not just protectors of nature, we are nature protecting itself. And we need to all be aware of that situation, and we need to seek balance. It's not about not empowering the men, because we have powerful men in our family, in our nation, in our world. But there has to be a balance reattained as creation was originally intended. Rights of nature can help us find that balance. If we can enact those in the laws that human beings are creating, that men are creating, or else humans are on the way to self-destruction and will be part of the 1 million species that disappeared. This COP 2050, we don't see any good advancement. So maybe this coming week there's going to be a little change, but we don't see that much, because even an article around human rights, they are not even trying to honor the free, prior, informed consent of indigenous peoples. And we are the ones who are suffering the most, because we are in the front lines. We are the ones who are taking care, and we are the ones who are doing the most of the work. Because 80% of the biodiversity of the world is in the indigenous people's territories. Let's not take it for granted. It's a lot of work to do. So we need to act
and the work is now. Thank you. Thank you. Can you hear me? This was louder earlier. If we're really proud of this video. It was all native, it was all indigenous produced and put together, so we're really proud of that. I hope this kind of opens up kind of like a snapshot of what we're going to be talking about throughout the day. This one's focusing right now with our speakers around the capitalism aspects of climate change. It's really core, and back to colonialism and the link. I just, on my cell phone, I punched in a couple of the key takeaways, and colonialism is the process of a country taking full or partial political control of a dependent country, territory, or people. And colonialism occurs when people from one country settle in another country for the purpose of exploiting its peoples and natural resources. Bien, Tom est en train de résumer un peu du colonialisme que nous connaissons assez bien en France, je pense. Le colonialisme est un processus d'un pays qui prend le contrôle politique total ou partiel. Sur un pays dépendant, un territoire ou des gens dépendants. Le colonialisme arrive quand des personnes d'un pays s'installent dans un autre pays avec l'objectif d'exploiter ses habitants et ses ressources naturelles. So again, as you heard a couple of the remarks, and this is where it's very critical when we talk about the link of colonialism to capitalism, mercantilism, that it's about the concepts of dominion. That's the interpretation of indigenous perspectives. When we look at the issues of colonialism, it perpetuates a historical doctrines of discovery. Est-ce que vous voulez que je traduise ou est-ce que tout le monde a saisi? Si vous voulez que je traduise, bien. En résumé, ce film nous a donc posé le paysage, posé la situation et nous expose un peu ce que c'est l'aspect colonialisme de ce capitalisme vert, en fait. So as future engineers, as you take employment with corporations, you may be even working for the extraction of minerals. You may be even working for the petroleum industry. You may be working for a company that's trying to experiment with carbon capture and storage, carbon sequestration technologies, carbon capture use and storage. So you might be working for these kind of industries, and it's related to what we're talking about today. En tant que futurs ingénieurs, vous allez peut-être être recrutés
par des entreprises qui justement font cela. Peut-être que vous travaillerez dans des sociétés qui sont liées à l'industrie, au secteur de l'extraction minière ou pétrolière, hein, peut-être à la décarbonisation. Et nous proposons, je vous propose de justement expliquer tout cela, comment cela aura un rapport avec vos futurs métiers. So in my final comments, because we want to have our other presenters to speak, is that this film lifts up the market-based myopia that consists of industrial-scale corporate techno-fixes. Where is it? Avant de laisser la parole aux autres invités de ce débat, nous allons parler de quelque chose qui est dans ce livre décrit comme la myopie d'une approche basée sur un marché. Et donc, les industries, très exactement, technofixes, c'est-à-dire les tours de passe-passe technologiques hein, sur une échelle industrielle. So I understand you understand English, eh? Do you still need the French translation? How Avez-vous many? besoin d'un traducteur? You still need French translation. Okay, good. It also deals with this whole climate capitalism, colonialism involves being government by elitist, patriarchal concentration of power. Very important. Tout ce capitalisme vert, ce colonialisme vert est gouverné par quelque chose d'important, une concentration de pouvoir qui est élitiste et patriarcale. It's a reductionist analysis, fixation on individual components. C'est une analyse très réductrice, car elle se consacre, elle se fixe sur des composants individuels. It serves capitalist mandates of global markets dictated by transnational corporations. Elle se fait, disons, elle sert les mandats capitalistiques dictés par les marchés globaux, les marchés mondiaux, et dictés à leur tour par les corporations multinationales. And existing wealth concentration shielded from costs of adaptation and mitigation of climate. Bien sûr, et donc une concentration de richesses qui existe déjà et qui compartimentalise totalement et se protège des coûts de l'adaptation à cette situation et de la mitigation, c'est climate mitigation, c'est-à-dire l'adoucissement des conséquences climatiques. It's embedded in colonial paradigms of endless growth, appropriation and exploitation. Et ce n'est rien de nouveau puisque c'est vraiment intégré dans le paradigme colonial d'une croissance sans fin, de l'appropriation, pour ne pas dire donc de l'accaparation dans ce contexte-là, et de l'exploitation. So I hope that resonates. Raise your hand if it makes sense. No? Okay, good. You will become part of our movement. You will join the alliance that was what talked about, where we need your help. Vous êtes prêts à rejoindre l'Alliance alors? So as I explained, this whole, what we saw with the voices of representation of industry, representation even of the financiers, the World Banks of the world, the large NGOs, WWF. I will speak of them. WWF. Okay? Nature Conservancy. These are some of the organizations that are fighting us. They're fighting us.
Vous avez vu durant ces 2 petits films toutes les personnes que nous avons interrogées sur leur concept de la conservation de la nature. Mais sachez une chose, c'est que ces institutions et ces grandes ONG, dont en particulier WWF, sachez qu'ils nous combattent, nous. So before I introduce my sister, we have indigenous people that live in the forests. When they are speaking up, opposing these solutions, they are starting to be criminalized. The industries of the world banks and the banks of the world, like the petroleum industry, they don't want us to speak up. They will fight us. At the IUCN over that's meeting, there's a resolution to defend to support and defend the earth protectors. We're getting killed. We're being assassinated in the south and in the north. This is wrong. Comme vous le dira ma sœur, qui va maintenant intervenir, Mirian, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'au nom des nature-based solutions, c'est-à-dire des solutions basées sur la nature, il y a d'énormes, non seulement injustices, mais violences. Tout ce qui représente l'industrie pétrolière sont évidemment contre nous, mais aussi des institutions, Banque mondiale, etc., qui nous ostracisent, mais aussi, il faut bien savoir qu'il y a chaque semaine des morts. Nous sommes tués, nous sommes pourchassés, nous sommes tués. So it is a serious situation. Again, I welcome you to be here, to listen to us. It's all about money right now. That's what's unhappy to me. They are buying our people because we are coming from poverty in many parts of the world, and they're using that vulnerability to tempt us, to give us money and say, we will pay you now for your traditional knowledge if you participate in these false solutions. They are paying us for our traditional knowledge. Nous sommes aussi fragiles parce que nous sommes pauvres et en ce moment ils essayent de nous acheter. Ils essayent d'acheter nos terres et d'acheter nos connaissances traditionnelles. So thank you. This will give us some context for our next speaker from the Ecuador and our other speaker from Colombia, indigenous man from Colombia. It will help them to also give some validity to these points that I spoke to. Thank you. Merci. Merci beaucoup, Tom. Je voulais dire juste à la suite de la vidéo qu'en fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on voit que dans ces grandes COP, ils poussent dehors vraiment les leaders autochtones, on les voit, ils ne les laissent pas entrer. J'ai vécu ça à la COP à Bonn, et il y avait justement une conférence de presse du patron de Shell qui était là, et moi j'étais avec une délégation de Sarayaku, pas avec Mirian, mais avec d'autres femmes de Sarayaku et d'autres leaders autochtones. Et on a décidé de forcer la porte et d'entrer dans la salle où parlait le directeur de Shell pour engager le dialogue, justement, sur cet accaparement des énergies fossiles sur la COP. Eh bien, il s'est enfui. C'était extraordinaire. Il n'a pas voulu affronter le groupe de leaders autochtones qui venaient lui parler. Et la même chose se passe aussi avec les jeunes qui, à la COP de Madrid, ont été aussi refoulés. Donc, on se rend bien compte qu'il y a là des lobbies très puissants qui veulent rester entre eux, des intérêts extrêmement puissants, alors que les jeunes sont ceux qui doivent être là pour parler de leur futur, et les leaders autochtones sont les plus impactés par tout ce qui se passe en ce moment. Donc c'était très frappant, et aussi le fait qu'il y a un extraordinaire greenwashing, c'est sûr, mais rebranding, relations publiques de la part de tous
toutes ces institutions qui arrivent maintenant à faire passer les nouvelles solutions comme la chose la plus verte et la plus durable et la plus nécessaire. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Mirian Cisneros qui peut nous parler de son très long combat depuis des années. Gracias, Esmeralda, por darnos la oportunidad de venir a compartir con ustedes. Merci Esmeralda de me donner l'opportunité de partager avec vous. Bueno, yo voy a hablar sobre la lucha de pueblos indígenas frente a las empresas extractivas dentro de nuestros territorios en la Amazonía ecuatoriana. Moi, je vais parler de la lutte des peuples indigènes face aux industries extractives dans l'Amazonie équatoriale. Y los impactos que nos causan diariamente. Et aux impacts que cela nous cause tous les jours. À moi? Bueno, los territorios indígenas en la Amazonía ecuatoriana son las más cuidadas por los pueblos originarios. En un 80% tenemos una vegetación de bosque primario con muchos recursos, así como recursos renovables y no renovables. Nos terres indigènes sont celles dont on s'occupe le plus, avec 80% de ressources renouvelables et non renouvelables. Sarayaku es un pueblo quichua pequeño que hemos resistido por más de 45 años, así como nos dejaron un espacio de vida nuestros ancestros. Sarayaku est un peuple petit qui résiste depuis 45 ans. Nosotros llevamos un caso a nivel internacional, conocido como caso Sarayaku, en el 2002, a inicios de 2003, fuimos ingresados por una empresa argentina, CGC, que fue un impacto muy fuerte para nosotros en nuestro territorio. Nous avons amené un cas au niveau international en 2002, connu comme le cas Sarayaku, en raison d'une entreprise argentine, CTC, qui avait fait des actions sur notre territoire. Para nosotros fue la primera lucha frente a una empresa que tenía mucho dinero y nosotros no lo teníamos para poder enfrentar. En ese entonces nos dividieron a muchas familias. No estábamos de acuerdo las mujeres, pero muchas familias se dividieron y se fueron con la empresa petrolera. C'était une lutte, notre première lutte contre une entreprise avec beaucoup d'argent. Nous en avions pas. Et nos familles ont été très divisées. Certaines sont parties avec l'entreprise. Pero la lucha principal en mi pueblo fue que las mujeres nos organizamos para pararle a la empresa de su trabajo. Mais notre lutte principale a été de nous organiser entre femmes pour empêcher l'entreprise de mener à bout ses actions. En una gran asamblea se decidió el destino y la vida del pueblo, de nosotros, porque tenemos experiencia de que las empresas entran a las comunidades ofreciendo dinero, ofreciendo comida, ofreciendo salud y educación, algo que no realmente cumplen con sus compromisos. Nous avons formé une grande assemblée et cette assemblée devait se prononcer sur l'avenir du peuple. Alors pourtant qu'on a souvent l'habitude de voir des entreprises venir et nous offrir beaucoup de choses, de l'argent, de la nourriture, des études pour les enfants, et ils ne remplissent pas souvent leurs promesses. El Estado ecuatoriano jamás consultó al pueblo de Sarayaku para ingreso de esta empresa y tuvimos que denunciar desde local, regional, nacional y llegamos hasta la instancia internacional porque nunca fuimos escuchados.
L'État équatorien ne nous a jamais consultés, n'a jamais consulté le peuple Sarayaku au moment de prendre ses décisions. Et nous avons dû lutter, nous avons dû dénoncer jusqu'au niveau international. Y el caso que llevamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos salió a favor de Sarayaku. Así que el Estado tuvo que indemnizar y cumplir el dictamen de la sentencia que hasta hoy en día no ha cumplido en su totalidad. Por lo tanto, estamos todavía en ese proceso de lucha. Le cas que nous avons emmené jusqu'à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, nous l'avons remporté, il a été en notre faveur. L'État équatorien a dû nous indemniser, mais pour le moment, il n'a toujours pas rempli son obligation. Frente a esta lucha, nosotros estamos acá porque creemos que los pueblos originarios somos los que tenemos el territorio más conservado. Face à cette lutte, nous sommes ici parce que nous croyons que notre territoire est celui qui est le mieux conservé, qui est le plus conservé. Esto con nuestros propios gobiernos en territorio lo hacemos porque creemos que eso es lo que aportamos al mundo como para dar vida. Nous luttons, nous avons cette lutte parce que c'est ce que nous pensons devoir apporter au monde. Por ello, hoy estamos haciendo presencia acá, que el Congreso Mundial de la Naturaleza debe reconocer a los territorios indígenas como una zona donde no pueden entrar las empresas extractivas porque es un espacio donde nosotros estamos viviendo y es la responsabilidad de todos los gobiernos, así como los organismos legislativos y la sociedad civil. Nous sommes ici présents au Congrès de la Nature parce que nous souhaitons qu'ils reconnaissent que les espaces qui sont propres aux peuples indigènes doivent rester les leurs et ne doivent pas laisser rentrer les entreprises étrangères. Para dar protección a nuestro territorio, pedimos a este Congreso que los territorios de los pueblos originarios deben ser reconocidos y que los representantes tenemos que tener voz y voto porque se trata de nuestra vida. Nous demandons la protection de nos terres et nous demandons à ce que les représentants de nos peuples soient reconnus et représentés avec une voix et un vote. Y que los fondos globales deben llegar a los territorios para fortalecer las luchas locales por defender el espacio territorial. Et nous voulons que les fonds globaux, les fonds financiers arrivent jusqu'à nos territoires pour les fortifier, pour fortifier nos luttes locales et communautaires. Y un compromiso de los gobiernos y organizaciones internacionales y aliados para los pueblos indígenas. Nous voulons des promesses des États et des fonds et des organismes internationaux pour la protection de nos terres. Por defender el planeta Tierra, porque la humanidad entera necesita un saneamiento y una concientización para frenar este cambio climático. Gracias. Nous avons besoin que tout le monde prenne conscience, que l'humanité entière prenne conscience de la protection de nos espaces. Merci. Nous avons une vidéo de Tamra Gilbertson, qui est donc de l'Université de Tennessee. Hi everyone, I'm Tamra Gilbertson. I'm the Climate Change and Forest Policy Advisor for the Indigenous Environmental Network, and I'm also a lecturer at the University of Tennessee in the United States. I want to thank Gert and others at Planet Amazon and the other organizations for hosting this event. I'm very happy to be here, and I'm sorry that I can't be here live, but it's something like 2:30 in the morning on a holiday in the US, so I've pre-recorded this. I'm going to share my screen, and I'm really happy to be a part of this event, so thanks. I'm going to talk a little bit today about the commodification of nature, false solutions for conservation and biodiversity. And I'm going to start a little bit with a historical background, where this has all come from.
a little bit more on the evolution of false solutions. Then I'm going to talk more about carbon pricing, where the language and how the language has changed from carbon sinks to REDD+, and now in Article 6 of the Paris Agreement, nature-based solutions. And I want to talk a little bit about some of the corporations and the multinational corporations that have been pushing this. By 1992, at the Rio Earth Summit, the United Nations Conference on Environment and Development met to set an agenda for so-called sustainable development into the 21st century. And at that meeting, apart from Agenda 21, which was sort of a list of goals to be met, the United Nations created two different bodies to address the twin threats of climate change and biodiversity loss. One is the United Nations Framework Convention on Climate Change, and the second arm was the United Nations Convention on Biological Diversity, or conference, yeah. So the UNFCCC is for climate change, and the UNCBD is for biological diversity. In this talk, I'm mostly going to be focusing on the UNFCCC. However, these are parallel tracks that have both influenced the build out for biodiversity offsets and other types of commodification of nature. But by 2007, at the United Nations Framework Convention on Climate Change, REDD was adopted through the Bali Action Plan. And a bunch of us were there a long time ago, protesting outside that World Bank ball and saying no carbon markets for forest, saying forests are not commodities, saying, hey, World Bank, stay out of the forests. This shouldn't be linked into these programs because of the obvious reasons that this is going to disrupt Indigenous people's lives and livelihoods, rights to forest, and a whole host of other issues. But also in terms of climate change and policy, there's a very real risk at this point of this being linked in to emissions trading and other types of policy programs. And that's exactly what has happened. So today we saw sort of early programs like climate smart agriculture and the FAO now ramp up into looking to do soil and agriculture offset programs. We see agriculture offsets now being pushed around the world. We see biodiversity offset programs as well. And some of those are linked into voluntary carbon markets. Afforestation and reforestation have almost always been in the clean development mechanism, although they've been relatively small programs compared to other methodologies. We also have REDD that is now linked into carbon markets, both in the voluntary markets, but also in compliance markets around the world. And the most sort of recent iteration of this is net zero emissions targets that are being pushed by many of the big corporations like Amazon and Microsoft and also governments that are saying, you know, we'll achieve our net zero emissions trading goals as long as but net zero, the net part of that means offsets mostly. So the new rhetoric today is around so-called nature-based solutions, which is more of an umbrella term that includes all of these different types of land-based offsets from agricultures, soils, forests, oceans, and all of it lumped together under this language called nature-based solutions. Now, nature-based solutions, or NBS, sounds really nice, but ultimately what it is a continuation of land-based offsets, something that we fought against way back in the late 90s to fight against carbon sinks, because we understand that by commodifying and enclosing forests in this way, this creates real risk for Indigenous and forest-dwelling Indigenous communities. So I want to end here just by saying that carbon pricing, nature-based solutions,
net zero emissions. These are all false solutions that justify keeping oil, coal, and gas coming out of the ground. They're a distraction from climate action. This is not a solution to the climate emergency that we're facing. And we really want people to understand that whether we're talking about biodiversity offsets and the complexities of that, or soil and ag offsets, forest offsets, ocean offsets, any of the land-based offsets, this can never compensate or be a sponge for continued extraction. The answer is to keep oil, gas, coal, fossil fuels in the ground. And we rapidly need to phase out fossil fuels as quickly as possible and uplift and support Indigenous communities. Because 80% of the biodiversity on the planet is in Indigenous communities. So keep it in the ground and resist false solutions to climate change. Thank you so much. Alors, je voudrais passer la parole maintenant à Juan Pablo Gutterez, qui est notre dernier speaker. Bonjour à tous et à toutes. Je vais faire cette intervention en français, étant donné que je parle un peu votre langue. Et je suis au nom du peuple autochtone Yukpa, un peuple des 115 peuples autochtones qui habitent actuellement dans la Colombie, qui survivent actuellement dans la Colombie. Ces peuples de plaine, ces peuples de désert, de la zone andine, de jungle, cette diversité ethnique et culturelle qui incarne non seulement pour la Colombie, mais pour l'ensemble de l'humanité, une richesse ethnique et culturelle et aujourd'hui plus que jamais essentielle pour la survie de l'humanité. C'est cette richesse ethnique et culturelle qui constitue les peuples autochtones de la Colombie, dont le peuple Yukpa. Au-delà de la carte postale que le gouvernement colombien prétend vendre au monde entier, la Colombie étant un pays très à la mode actuellement touristiquement, qui s'est ouvert au monde après la signature des accords de paix en 2016, cache une facette qui est une situation dantesque par rapport aux peuples autochtones, dont on se sert principalement pour mettre en valeur l'image, véhiculer une image positive du gouvernement de la Colombie. Mais en réalité, dans toutes les réalités des peuples autochtones, il y a un abandon total de la part du gouvernement et surtout une volonté d'extermination à travers le modèle et le système économique qui régit en Colombie, qui repose essentiellement sur l'extraction des ressources naturelles dont la Colombie regorge et qui ne se trouve pas à Bogota ni à Carthagène, mais se trouve dans les territoires les plus lointains, les plus reculés, cette Colombie oubliée où les médias n'arrivent pas, et c'est le territoire où habitent les peuples autochtones. Nous, le peuple Yukpa, on a perdu le 85% de notre territoire tout au cours de l'histoire. Et actuellement, nous sommes en train de nous battre contre, pour le récupérer, mais contre des problèmes plus actuels comme l'installation des énormes entreprises minières et à ciel ouvert qui se sont installées sans nous prévenir. Et pour essayer de démontrer que ces territoires nous font partie de notre territoire ancestral. Cette situation est la situation commune de tous les peuples autochtones de la Colombie qui ont été catalogués en imminent risque d'extinction par la Cour constitutionnelle colombienne et qui, de manière officielle, a mis en lumière tout ce
tout ce qu'on est en train de dénoncer depuis 529 ans, où tout a changé. Alors, on m'a convoqué ici, et merci à Planète Amazon, à Gert, à vous tous et toutes qui sont ici, pour permettre au peuple Yukpa de s'aimer, de planter la parole, pour parler de la marchandisation de la nature et des fausses solutions pour la conservation de la biodiversité. Alors, si nous sommes en train de parler de protéger et de conserver, c'est bien évidemment parce qu'il y a un problème. Et il faut se référer à la cause de ce problème pour envisager des solutions cohérentes. Et c'est quoi ce système? Ce système, c'est que la majorité du monde se trouve attrapé dans un système colonial et colonialiste qui va au-delà de la colonisation territoriale, qui est où on a uniquement signifié la colonisation. Mais le monde, il est attrapé dans une autre colonisation, qui est la colonisation de la pensée, la colonisation épistémique, comme disent les intellectuels. Et ça vient de ce modèle de civilisation qui fait le tout actuellement et qui a commencé au XVe siècle, que vous connaissez mieux que moi, et qui vient avec des logiques pour faire civilisation qui se basent sur des rapports de pouvoir, uniquement sur des rapports de pouvoir, et qui définissent l'ordre actuel. Et malheureusement, pour que ce système puisse fonctionner, en fait, il s'appuie sur des systèmes de domination, obligatoirement, tant de l'homme que de la nature. Alors, tout ce système qui a été orchestré, qu'on appelle moderne, et qu'on appelle rationnel et civilisé, tout ça s'est fait au nom d'un progrès et au nom d'un développement. Ça a été la philosophie qui a régi le comportement de cette civilisation. Et ça a fait que les individus, la plupart des personnes, s'éloignent à un moment donné de la nature propre de l'être humain, c'est-à-dire comme étant partie de la nature, comme étant un élément fondamental de la nature comme telle étant une invention de la subjectivité européenne, comme elle est conçue aujourd'hui. Et depuis les peuples autochtones, c'est plutôt de l'ordre du cosmos, de l'ordre de tout. Et cette fracture, qu'on peut dire un peu ontologique de pensée, ça a fait que nous soyons aujourd'hui en train de vivre le problème le plus grand de la planète et de l'existence de l'humanité, qui est le réchauffement climatique, la crise climatique, et qui, d'après la communauté scientifique, est en train de nous amener à notre propre extinction. Alors ça, c'est le problème. Et les solutions qui sont en train de s'entrevoir, malheureusement, sont en train de s'entrevoir à l'intérieur de cette logique, à l'intérieur de cette matrice qu'on appelle coloniale du pouvoir. C'est-à-dire où l'individu est conçu d'une façon et que quand la nature est conçue également d'une façon comme un objet ou comme une ressource au service de l'homme en tant que maître et possesseur de la nature, comme le disait Descartes, le père de la philosophie moderne, et qui a fait que le monde soit actuellement presque à sa fin. Et pas le monde, mais surtout l'humanité. Alors si nous voulons changer les choses, il ne faut pas croire à toutes les mesures qui sont en train de s'entrevoir à l'UICN ou de la part des gouvernements, parce qu'ils sont en train de les entrevoir à l'intérieur de ce cadre, avec les logiques de ce cadre, et surtout, comme la personne qui vient d'intervenir dans la vidéo, c'est des moyens pour distraire l'opinion. Par exemple, la mesure de protéger le 30% de la population, le 30% de la planète pour lutter contre le réchauffement climatique,
tout le monde est en train de l'applaudir parce qu'on dit que finalement les gouvernements sont en train de faire quelque chose. Ils pensent finalement au bien commun. Mais en fait, ils veulent lutter contre le réchauffement climatique en protégeant le 30%. Et on dit, mais qu'est-ce que ça a à voir? Si on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faut s'axer sur les raisons qui sont en train de le produire. C'est-à-dire ce système, cette civilisation, ces modèles d'économie, ce modèle comme tel. Alors ils sont en train de distraire l'opinion. Ils disent, enfin, on va protéger la nature. Et en fait, ces territoires, c'est les territoires où il y a tous les peuples autochtones et qui, de leur manière de vivre, de notre manière de vivre, se conservent à l'état où ils sont actuellement. Alors, on ne doit pas protéger ces territoires. Et s'ils veulent vraiment avoir un peu de protagonisme dans cette hécatombe mondiale, ils devraient s'attaquer aux sources. Alors, c'est en effet des moyens de distraction et il faut bien faire attention de tout ce qu'on est en train de débattre. Et d'ailleurs, nous sommes ici pour hausser la voix et essayer de remettre un peu ces choses au clair. Après, j'ai entendu pour finir déjà, j'ai 2 minutes, j'ai entendu dans la plupart des événements autour du Congrès qu'on est en train d'essayer de trouver la solution. La communauté scientifique, les experts, tout le monde est en train d'essayer de voir comment on construit ce monde du futur, comment on évolue, Et en fait, ni la communauté scientifique, ni les dirigeants du monde ont la solution, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de construire le monde du futur, ni de demain, mais de venir à notre propre essence. C'est de venir au fondamental, c'est de revenir à l'origine, et c'est d'essayer de comprendre, bien sûr, qu'on est prisonnier de cette matrice coloniale du pouvoir avec une subjectivité toujours centrée sur l'eurocentrisme, toujours sur des logiques eurocentrées, mais il y a des communautés, des peuples tout autour du monde qui ont des épistémologies, des façons de penser, de voir le monde, qui ont voulu être exterminés, qui ont voulu être occultés par ce projet de modèle de la modernité qui est celui qui a créé le problème et qu'aujourd'hui se relève être le plus grand échec de l'humanité. Pourquoi ne pas se tourner vers ces sauvages? Pourquoi ne pas se tourner vers ces arriérés ou ces barbares comme on nous a catalogués depuis l'arrogance de la modernité? Parce qu'en fait aujourd'hui ces barbares, ces arriérés et ces non-civilisés ont peut-être la clé pour sauver l'humanité de l'hécatombe vers laquelle nous nous dirigeons. Merci. Merci beaucoup, Juan Pablo. Je pense que c'est exactement ça. On doit changer non seulement le système, mais notre manière de penser. Et comment peut-on prétendre que ceux qui nous ont amené le problème vont trouver la solution? On a besoin d'autres voix et d'autres perspectives, le plus diverses possible. Alors, je remercie tous les intervenants, Tom, Mirian, Juan Pablo et ceux qu'on a entendus par vidéo. Et nous allons passer à la session suivante.